Bonjour à tous, on continue notre travail sur les ressources dans le monde. Si on s'intéresse cette fois-ci au fait de nourrir les hommes, on a un certain nombre de constats à faire. On produit très largement de la nourriture pour satisfaire les besoins de tous les habitants sur cette planète, et on pourrait même être encore plus nombreux. C'est-à-dire que quand on vous parle de surpopulation, c'est totalement stupide puisqu'on a les ressources pour l'instant pour satisfaire les besoins. Le problème, c'est qu'il y a une très mauvaise répartition de ces ressources alimentaires. Et c'est là qu'on va avoir un souci, c'est là qu'on peut avoir des situations de surpopulation. Au niveau de la planète, oui, on a assez de nourriture. Simplement, si on observe la situation alimentaire des êtres humains, on va tomber sur des régions où on va avoir des populations qui sont sous-nutries. La sous-nutrition, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas à leur faim, ou alors ils ne mangent pas avec un suffisant équilibre alimentaire. On va avoir finalement un problème de toujours les mêmes choses, donc ils vont manquer de vitamines, ils peuvent manquer de fer, etc. etc. A l'inverse, d'autres régions du monde, là c'est principalement les pays les plus riches, on va souffrir de malnutrition. C'est-à-dire qu'on mange en quantité nécessaire, même souvent en trop grande quantité, mais notre nourriture n'est pas forcément équilibrée, et pas forcément toujours de la bonne qualité non plus. Donc il faut arriver, excusez-moi, à réduire ce déséquilibre au niveau mondial. D'autant plus que nos politiques actuelles vont avoir tendance à l'accentuer encore plus. Je m'explique. Les pays du Nord, donc les pays les plus riches, vont produire certes, mais ils ne veulent pas faire toute leur nourriture sur place parce que ça serait gourmand en espace, ça serait gourmand en énergie. Donc ils peuvent pousser d'autres pays à produire pour eux. C'est le cas des États-Unis, qui vont avoir un beau cheptel finalement bovin pour leur fameux barbecue. Simplement, ils produisent pas assez de vaches, donc ils vont les faire produire dans les pays d'Amérique latine ou d'Amérique du Sud. Déjà, ça va être consommateur d'espace, c'est des forêts entières qui vont être ravagées. De la même manière, pour nourrir ces animaux, on va faire pousser des quantités astronomiques de céréales et surtout de soja, ce qui fait que là encore, c'est des espaces sur lesquels on ne fera pas de la nourriture pour la population. Certains pays ont signé des contrats qui sont tellement intéressants économiquement qu'ils en oublient que par contre d'un point de vue sociétal, ils n'ont plus suffisamment de nourriture, ils seront obligés de l'importer d'ailleurs. Donc quand les cours sont élevés, c'est pas un problème. C'est le cas qu'a connu la Côte d'Ivoire pendant longtemps. On produisait beaucoup de bananes, beaucoup de cacao, qui rapportaient beaucoup d'argent. Mais dès que le cours de ces productions peu nombreuses s'effondre, on n'a plus assez d'argent et là on peut s'endetter très rapidement. Il faut comprendre qu'actuellement, on doit de plus en plus produire, ce qui fait que beaucoup vont faire de la production intensive. Ils veulent surtout pouvoir exporter leur culture. Or, il ne faut jamais délaisser ce qu'on appellera les cultures vivrières, ce qui nous permet de manger directement. Et ça, actuellement, ce n'est pas forcément le modèle qui est mis en avant. Il peut donc y avoir des tensions, des manifestations liées à la faim dans certains pays, et il faut pouvoir quand même satisfaire les besoins de tous. En histoire, on a vu que les Grecs et les Romains avaient, par exemple, des magistrats qui étaient chargés de s'assurer qu'il y ait toujours suffisamment de pain ou suffisamment de nourriture. Eh bien, il faut que les États continuent à faire de même pour que leurs États puissent, leur population, puisse vivre correctement. Ces États doivent aussi soutenir les politiques pour moderniser, pour progresser. On note par exemple depuis les années 60 en Inde la mise en place d'une politique qui s'appelle la Révolution verte pour nourrir plus les hommes. Ça a connu un certain nombre de succès. On produit beaucoup plus de nourriture en Inde. On a beaucoup misé sur le riz, qui est une culture peuplante. Malgré tout, on ne peut pas parler d'équilibre alimentaire ou de sécurité alimentaire dans toutes les régions de ce pays-là, notamment les régions intérieures qui souffrent de plus en plus de la sécheresse. Donc il faut avoir un équilibre et il faut surtout avoir des politiques qui vont permettre de moderniser sans nous mettre à risque à moyen ou long terme. En effet, actuellement, on a voulu trop mécaniser, on a voulu trop finalement passer en culture intensive, qui sont des cultures qui produisent énormément, mais qui font des choses parfois qui sont très polluants, qui sont très dangereux parce qu'on utilise la chimie, l'OGM, c'est-à-dire les OGM, donc les organismes génétiquement modifiés, ce qui fait que leur qualité peut être mauvaise, voire même provoquer à terme, moyen ou long terme, des maladies ou des malformations chez les gens. Il va falloir aussi apprendre un petit peu à se nourrir autrement, à produire autrement, en passant notamment par une régulation du commerce, que ce ne soit pas toujours les mêmes pays qui décident des prix, que chacun puisse avoir des avantages dans cette histoire-là, et que chacun puisse subvenir à ses besoins. Actuellement, par exemple, on essaie de miser sur ce qu'on appellera du commerce équitable, permettre à des petits paysans de profiter au maximum
du prix d'achat d'un objet sans qu'on passe par des intermédiaires qui vont laisser peu d'argent aux paysans. 1,5 million de paysans dans le monde vivent grâce à ce commerce équitable. C'est très peu par rapport à tous les paysans dans le monde, mais ça montre bien que ça peut fonctionner. Donc nos choix de consommateurs vont avoir une incidence aussi sur les politiques des entreprises et parfois même sur les politiques des États. On l'a déjà vu par le passé que tout simplement des actions de boycott ou tout simplement mettre en avant certains produits, ça peut vraiment changer la donne. Lorsqu'après la Seconde Guerre mondiale, on a voulu miser plus sur une production de lait, on a poussé les gens à donner plus de lait à leurs enfants, à consommer beaucoup plus. La France est l'un des champions du monde de consommation de lait sous forme de lait direct, de fromage ou de lait transformé. De nos jours, le contre-coup de cette politique fait qu'on produit beaucoup trop de lait. Et du lait qui est fait à tellement bas prix que les éleveurs n'ont pas forcément tiré profit de tout ça. Donc il faut arriver à faire des cultures de meilleure qualité, de peut-être produire moins, mais surtout de préserver au maximum aussi les populations paysannes, d'agriculteurs, d'éleveurs, pour qu'ils puissent aussi vivre de leur production, qu'ils puissent en vivre plus que décemment, qu'ils en vivent correctement. On aura de toute façon toujours besoin de l'agriculture. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire qu'il va falloir là aussi faire un équilibre dans notre façon de produire. Déjà, actuellement, on va parler de 3 grandes façons de produire. La première, c'est ce qui est la culture vivrière, ce qu'on va consommer sur place. Ça se fait généralement à la main, ça utilise peu de mécanisation. Ça permet de nourrir les gens directement, ça va être votre potager par exemple. Par contre, c'est peu productif et ça ne va pas nourrir tout le monde. Donc il va falloir aussi voir quand même, malgré tout, des politiques d'agriculture intensive. C'est celle qu'on trouvera surtout dans les pays les plus riches ou les pays émergents. Donc on produit en grande quantité, soit pour exporter vers d'autres pays, soit pour notre industrie, pour être transformé directement dans ce qu'on appelle l'agroalimentaire. Pour produire autant, il faut beaucoup de machines, il faut beaucoup d'engrais, il faut beaucoup de pesticides, et parfois il faut beaucoup d'espace, si on veut vraiment le faire sur un espace relativement grand. Ça permet d'assurer une sécurité alimentaire, ça permet de faire de l'argent, ça permet de vendre, d'exporter, tout ce que vous voulez. Par contre, ça provoque souvent des problèmes sanitaires, de la pollution, et quelque chose qui actuellement vient de plus en plus sur l'opinion publique, c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas de maltraitance animale notamment. On ne va jamais vous dire de ne pas consommer de viande, simplement consommer moins et de la meilleure qualité, ça sera sans doute beaucoup plus efficace. Et sans doute consommer local, puisque ça permettra aussi de réduire le bilan carbone, de faire fonctionner des circuits courts avec des producteurs ou des éleveurs qui sont autour de chez vous. Le troisième grand bloc, c'est non seulement ce qu'on appelle beaucoup la culture biologique, mais ça va aussi être finalement l'usage de ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée. L'agriculture raisonnée, c'est pas totalement biologique, simplement on essaie de réduire au maximum l'utilisation des engrais pour produire. Le biologique, en théorie, on veut vraiment une limitation drastique des engrais et des pesticides. Le souci, c'est que par la terre, par l'air ou par les voisins, vous n'êtes jamais totalement sûr de ce qui se passe. En plus, beaucoup de gens font en fait du biologique, mais ils n'en veulent pas le label parce qu'il coûte très cher à acheter chaque année. Donc il faut aussi se renseigner. Beaucoup de cultures raisonnées, en fait, c'est du vrai biologique, c'est juste qu'il n'en a pas le nom. Ça permet de vendre, ça permet de préserver et la santé et l'environnement. Par contre, il faut être très honnête, ça engendre aussi le fait que le prix va augmenter à côté. Et on produit généralement quand même moins. Mais dans tous les cas, si on fait un équilibre bon entre le vivrier, entre l'intensif et le biologique raisonné, ça permet de satisfaire les besoins de tout le monde. Ça doit passer par un travail d'association, ça doit passer par une solidarité entre le consommateur, les producteurs, l'État, bien entendu. Ça peut passer aussi par une lutte contre les inégalités, avec une meilleure connaissance finalement de l'alimentation ou des marchés mondiaux. Vous, l'année dernière, vous avez notamment participé à la course contre la faim. Le bilan de la course contre la faim permettait justement de lutter contre la sous-nutrition ou des problèmes de nutrition dans d'autres pays mondiaux, notamment le Burkina. Donc tout ça, ça va avoir des conséquences, mais il faut savoir ce qu'on fait et il faut chercher à comprendre les conséquences. C'est-à-dire que donner simplement de la nourriture pour qu'après il y ait de la corruption ou on donne ça à des pays où c'est pas forcément adapté, ça pourra avoir une incidence. Donc il faut bien réfléchir et c'est être citoyen désormais qu'être consommateur. On a assez de nourriture,
il faut pouvoir répartir ça de manière plus équitable, limiter la surproduction parce que la Terre, elle n'a pas des ressources qui sont inépuisables. Il faut arriver à réduire nos besoins, puisque si on vivait tous comme ne serait-ce que les Français, on n'aurait pas assez de ressources sur Terre systématiquement pour pouvoir satisfaire ses besoins. Le jour où on rompt avec ce que la Terre produit chaque année est de plus en plus tôt chaque année. Donc il faut véritablement qu'on trouve des solutions, parce que préserver nos ressources, c'est aussi nous préserver nous-mêmes. C'est préserver notre environnement, donc nous préserver nous-mêmes. C'est préserver la biodiversité, donc nous préserver nous-mêmes. Mieux manger, mieux consommer, mieux utiliser nos ressources, c'est être de bons citoyens. Je vous remercie de votre attention. On a fini ce chapitre. Donc on a fini le chapitre de géographie de l'année. Comme on a fini l'histoire, il ne nous reste plus que de l'EMC. Je vous dis à très vite. Au revoir.